Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la GOF. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne podcast de la GOF, le micro des gynécos. Océane reçoit le professeur Picon, gynécologue obstétricien à l'hôpital Louis Murier, dont la pratique est essentiellement centrée sur l'obstétrique et le diagnostic prénatal. Le professeur Picon est président de la Fédération française des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal et également du GRIG, groupe de recherche sur les infections pendant la grossesse. C'est à ce titre qu'il nous partage ses connaissances sur le paludisme et la grossesse. Bonjour professeur Picon et merci de participer aujourd'hui à notre chaîne podcast pour les jeunes gynécos, le micro des gynécos. Aujourd'hui, on discute paludisme et grossesse, si ça vous convient toujours. Avec plaisir, merci beaucoup de m'avoir invité à parler de ce sujet. Alors, le paludisme, c'est la maladie tropicale la plus fréquente. Malheureusement, parfois, on la connaît pas suffisamment bien quand même, et surtout quand il s'agit de grossesse. C'est une maladie vectorielle, transmise par les moustiques, les anophèles femelles. On estime, l'OMS surtout, estime à plus de 210 millions les personnes touchées et puis plus de 400 000 décès chaque année liés à un accès de paludisme. C'est surtout l'Afrique subsaharienne qui est touchée, mais aussi l'Asie, l'Amérique centrale et du Sud, etc. Les manifestations cliniques du paludisme, elles sont assez variées, de la fièvre qui s'installe 6 à 30 jours après la piqûre, avec ou pas une asthénie, des céphalées, des myalgies, des vomissements, une diarrhée, une toux, et puis bien sûr la crise de paludisme qui comprend aussi des tremblements, des sueurs, une transpiration intense, et quand c'est le Plasmodium falciparum qui est en cause, elle peut parfois malheureusement être fatale. Alors, comment prévenir le paludisme chez une patiente enceinte? Je pense que là-dedans, on aura peut-être les deux cadres un petit peu séparés. C'est-à-dire que nous, on pensait surtout aux patientes qui voyagent dans une zone d'endémie, mais qui n'ont pas d'immunité déjà acquise. Et puis après, bien sûr, on peut dire un petit mot sur les patientes enceintes, mais qui résident en zone d'endémie, si ça vous va. Oui, très bien, bien sûr. Donc, il y a effectivement les deux cas qui sont importants à connaître. Après, donc, dans les conseils aux femmes enceintes dans les voyages, moi, ce que je recommande tout simplement, c'est de pas voyager dans les pays tropicaux. C'est un peu la base. Il n'y a pas que le palu. Il y a des tas d'autres choses qu'on peut attraper dans ces pays-là. Donc, le plus simple, c'est de pas y aller quand on est enceinte. Ça me paraît être la première précaution. Après, si on doit se rendre dans un pays d'endémie palustre, il faut bien se renseigner avant parce que la liste des pays est modifiée très régulièrement. Il y a des pays qui voient le paludisme heureusement disparaître. Et donc, il y a des endroits où il n'y a pas forcément besoin d'avoir peur du paludisme. Alors, il y a des pays tropicaux pour lesquels il y a autre chose, mais pour lesquels il y a plus de palud ou très très peu. Je pense à nos amis de Guyane, par exemple. Vous avez parlé de l'Amérique du Sud. Nos amis en Guyane ont très très peu de paludisme. Et quand on va en Guyane, à moins d'aller au fin fond de la forêt, il n'y a pas besoin de chimioprophylaxie. La première prévention, c'est d'éviter d'être piqué. Donc, c'est les ports des vêtements longs, surtout à la tombée de la nuit. C'est à ce moment-là que les moustiques y piquent. Et puis, c'est les moustiquaires. Et puis, c'est les produits répulsifs. Donc, les produits répulsifs, on peut utiliser les produits naturels. Il y a un produit qu'il faut mieux éviter tant que possible, c'est le DEET. Les autres produits peuvent être utilisés avec parcimonie, mais peuvent l'être. Mais il faut bien regarder un petit peu les produits. Et puis après, c'est la chimioprophylaxie, donc les médicaments antipaludéens. Et donc là, effectivement, ce qu'on peut utiliser, c'est soit la malarone, soit le Lariam. Alors, le Lariam, on connaît le risque de décompensation psychiatrique qui peut arriver, il faut le prendre un petit peu avant. Mais le malarone, en général, donc c'est l'association Atobacone Proganil qui est utilisée en première intention. Mais qui a un problème on va dire, une limite de coût, non? C'est ça, c'est un médicament assez coûteux, hein. Oui, tous ces médicaments-là sont un petit peu coûteux et pas forcément bien remboursés, mais voilà, ça vaut le coup quand même quand on peut se payer un voyage dans les tropiques. Donc, je pense qu'on peut se payer l'antipaludéen. Et puis après, ce qui existe pour les patientes enceintes qui vivent dans les pays africains, eux, ce qu'ils font souvent, c'est des cures intermittentes d'association de PS, donc pyritamine, sulfadiazine, des cures intermittentes pendant la grossesse. Ça diminue
le risque, mais ça concerne pas nos patientes qui vont aller voyager dans les pays tropicaux. Et concernant la doxycycline, est-ce qu'elle garde une place un petit peu comme ça pour ces zones Alors, la doxycycline, comme tous les médicaments, quand on regarde la notice du Vidal, on y est marqué contre-indiqué. Puis quand on regarde les sites officiels, ils disent doxycycline contre-indiqué. Et puis quand on regarde le CRAT, c'est de référence le CRAT, on voit très bien que la doxycycline, ça peut donner de façon épisodique, quand on en prend plus de 15 jours, ça peut donner des colorations des dents de lait, ce qui est pas extrêmement grave. Donc ça peut éventuellement être utilisé, mais ça fait pas partie des médicaments de première intention chez la femme enceinte en raison de ce problème de coloration des dents de lait, mais qui n'est pas non plus catastrophique. D'accord. Après, le problème du paludisme en métropole, c'est qu'il faut savoir y penser. Donc là, on a un auditoire de jeunes gynécologues obstétriciens en formation. Il faut penser au paludisme en cas de fièvre, particulièrement en retour de voyage, à la fin de l'été, là, quand les gens ils reviennent de vacances, y compris chez les Africains qui sont partis aller voir leur famille. Ça, on y pense relativement. Et il y a un élément de vigilance, à mon avis, qui est fondamental dans les années à venir, c'est que le moustique tigre, il est partout, que vous avez vu qu'il y a des cas en métropole de dengue autochtone. Donc, s'il y a de la dengue autochtone, à un moment donné, on va avoir à nouveau, comme au XVIIIe siècle, du paludisme autochtone. Ça peut arriver. On connaît les paludismes d'aéroport, avec les moustiques qui arrivent avec les bagages et qui piquent les personnels d'aéroport. Donc ça existe et voilà. Donc il faut savoir penser au palu sur ces fièvres. Il faut savoir interroger. Souvent on oublie un petit peu la base. C'est est-ce que vous avez voyagé, est-ce que vous habitez à côté d'un aéroport, dans l'interrogatoire de fièvre. C'est vraiment un petit peu la base. Et puis penser à faire un petit frottis goutte épais. C'est pas très cher et ça peut rapporter gros parce que le problème du palu pendant la grossesse, c'est que ça peut alors, les palus graves peuvent tuer la mère, bien entendu, mais ça peut aussi entraîner par des lésions d'atteinte placentaire. Ça peut donner des morts in utero. Les patientes africaines qui vivent dans les pays d'endémie, ça peut donner des retards de croissance par des dysfonctionnements placentaires. Et puis, il y a le palud néonatal aussi qui peut arriver, que les pédiatres connaissent mieux que moi. Et c'est pas négligeable parce qu'on sait que en France, c'est 2000 à 3000 cas de palud par an en France. Alors, le problème, c'est qu'on n'a pas forcément les chiffres des femmes enceintes, mais on estimait avant la Covid qu'il y avait 200 à 300 femmes enceintes qui avaient le palu en France, et essentiellement en région parisienne. Donc, voilà, vous voyez que c'est pas complètement rare, il faut y penser. Vous avez dit qu'au XVIIIe siècle, il y avait des cas autochtones, c'est ça? Oui. Alors, j'avais pas cette notion-là, mais comment on a fait du coup pour s'en sortir? On a asséché les marais. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé en vacances dans les Landes ou si vous habitez dans les Landes, mais tout ce qu'il y a au sud et à l'ouest de Bordeaux, il y a tous ces fameux pins des Landes. Avant, c'était des marais qui ont été asséchés pour justement limiter les épidémies et les fièvres des marais, donc qui n'était rien d'autre que le paludisme et qui existait aussi donc dans la Loire, du côté d'Orléans et beaucoup dans le sud aussi. Dans tous les marais. Il y a eu toute une époque d'asséchage, d'assainissement pour lutter contre ces fièvres qui étaient le paludisme. D'accord. C'est passionnant. Rappelez-nous de vous inviter pour un épisode sur l'histoire de la médecine. Mais là, du coup, maintenant, c'est plutôt une histoire de réchauffement climatique, c'est ça Oui, c'est le moustique tigre qui nous envahit. Donc là, effectivement, on parle de paludisme, mais dans les années à venir, il y aura de la dengue, du chikungunya et du Zika, c'est sûr. La question n'est pas savoir si on va les avoir, la question c'est quand. Et donc, il faut se préparer à se remettre à connaître des bases sur les maladies tropicales. Donc, d'ailleurs, j'en profite pour encourager tous nos jeunes internes à faire un interchu en Guyane pour avoir un aperçu des maladies tropicales qu'il peut y avoir. Je pense que c'est passionnant. Il faut se former. Il faut avoir ça à l'esprit pour les années à venir. C'est une évidence pour nous.
Concernant les complications du paludisme pendant la grossesse, vous les avez déjà introduites. Vous disiez le retard de croissance, justement, c'est seulement dans ces zones endémiques. C'est moins une problématique pour le retour de vacances, etc. C'est moins une problématique parce que quand on est dans un retour de vacances, on a une phase un petit peu aiguë. Donc c'est vrai que il y a des études qui ont montré que au moment des crises de palu, il y a des anomalies, des dopplers utérins qui peuvent survenir. Donc faut surveiller le rythme parce qu'il y a une atteinte placentaire. Après sur les palus un peu chroniques qu'il y a en Afrique, notamment, je crois que c'est le Haut-Valais qui donne un petit peu plus de retard de croissance intra-utérin parce qu'il y a des placentas qui sont très abîmés par le paludisme. Donc c'est surtout effectivement la forme grave chez la mère dans le palud malin avec le Plasmodium falciparum qui peut vraiment tuer et qui peut entraîner des anomalies du rythme et des morts in utero. D'accord. D'autres complications un petit peu spécifiques à la grossesse dans ce cadre-là? Non, c'est essentiellement ça, ce qui est déjà pas mal. L'autre complication, c'est la transmission du nouveau-né avec le paludisme néonatal. Donc, il faut que si la patiente accouche, il faut que les pédiatres soient informés et éventuellement qu'ils traitent le nouveau-né. Mais ça, je laisserai les pédiatres discuter de ça. C'est Oui. mon domaine. Mais c'est si elle accouche pendant une crise ou si elle accouche et qu'elle l'a eu récemment ou aussi si elle accouche et qu'elle vient d'une période endémique et qu'elle le porte depuis longtemps. Non, en face aiguë, ça c'est sûr qu'il faut vraiment être extrêmement alarmé. Après, sur les palus chroniques, c'est un petit peu plus rare. Et voilà. Après, qu'on dit récent ou pas récent, on sait jamais trop ce que ça veut dire. À partir du moment où il n'y a plus de parasites émis, on peut considérer que le risque de transmission devient faible. Voilà. Mais en tout cas, il faut être vigilant. Quand il y a eu un palu pendant la grossesse, être un petit peu vigilant au niveau du nouveau-né. Voilà. Mais c'est vrai que c'est des choses que nous, en métropole, on voit quand même assez rarement. Oui. Faut savoir qu'il faut être vigilant et pas hésiter à appeler. Moi, le dernier palu qu'on a eu, on a appelé nos amis de Guyane pour être sûr et puis Pour discuter. pour être sûr, parce que c'est vrai que nous, on n'a pas l'habitude et c'est difficile de gérer correctement quelque chose dont on n'a pas vraiment l'habitude. On a beau écrire des protocoles, des choses, l'expérience, c'est quand même extrêmement important. Bien sûr. Mais en tout cas, du coup, c'est plutôt le contexte, on va dire, de palu pendant la grossesse que de quelqu'un qui le porterait sur plusieurs années parce qu'il vient de... Oui, d'accord. Oui. Et concernant la vaccination du palu, ça fait plusieurs années qu'on en entend contre le palu, pardon. Ça fait plusieurs années qu'on en entend parler un petit peu de loin, des résultats encourageants, mais une protection insuffisante. Bon, on en est où au jour d'aujourd'hui? Ben, il y a pas mal de recherches qui est développée. Là, les recommandations de l'OMS, c'est d'utiliser un vaccin pour prévenir le palu de l'enfant, qui est celui qui entraîne le plus de morts en Afrique. Donc, c'est 3 injections d'un vaccin à partir de l'âge de 5 ans, il me semble. Ça, c'est un vaccin qui a montré son efficacité et qui a montré son innocuité. Après, il y a des vaccins qui se développent avec d'autres formes de vaccins qui se développent, notamment pour limiter les complications obstétricales. Mais je crois qu'on est encore dans le domaine de la recherche par rapport à ça. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'indication à vacciner les adultes, à ce que j'en sais aujourd'hui, mais ça a peut-être changé. Mais en tout cas, voilà, il y a cette histoire de vaccin qu'il faut suivre. Ça évolue beaucoup. Alors, ça fait 40 ans qu'on en parle du vaccin contre le palu. Et donc, c'est quelque chose qui est particulièrement difficile à mettre au point, visiblement. Mais c'est, en tout cas, la réduction sur la mortalité des enfants, elle est claire. Je crois que chez les adultes, on diminue le risque de forme grave de 60%. Et je crois que le seuil de l'OMS qui est attendu d'efficacité, il veut une efficacité de plus de 75%. Il faut suivre ça de près, mais voilà. En tout cas, le bénéfice sur la mortalité des enfants est clair. Bon, on peut espérer que si le paludisme revient par chez nous, ça va dynamiser la recherche sur la vaccination. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur ce sujet que vous souhaiteriez ajouter? Non, je pense qu'il faut être prudent, il faut y penser. Ça, c'est la première étape. Et puis, toujours, c'est un conseil général pour les jeunes, il faut connaître ses limites et pas hésiter à demander un avis à ceux qui ont l'expérience de ce genre de maladie. Donc voilà, moi j'appelle nos amis de Saint-Laurent-du-Maroni en Guyane qui ont vu à une époque beaucoup de palus, qui en voient beaucoup moins, mais qui en voient encore de temps en temps, puisqu'ils ont les populations qui viennent de la forêt. Voilà.
Le truc, c'est ça, savoir faire appel à un ami. Eh ben, c'est déjà des super messages pédagogiques, ça nous va très bien. Merci professeur Picon, merci pour votre disponibilité et puis pour cet épisode. Merci beaucoup. Et puis, n'hésitez pas à aller regarder le site internet grig.fr. Si je peux me permettre de faire de la pub, n'hésitez pas. Bien sûr, allez-y. Il y a le DU de pathologie infectieuse de la femme enceinte, du fœtus et du nouveau-né, où justement nos amis de Saint-Laurent-du-Maroni parlent du palu de la dengue, et on a un cours sur le conseil aux voyageurs. Donc, inscrivez-vous à ce DU. Il n'y a pas de mémoire à faire en plus, donc c'est super. C'est un DU sur Paris? Oui, il est sur Paris. Les cours sont à Béclair, à Clamart, mais les cours peuvent être suivis en ligne. D'accord, il y a une option en visio, super. Parfait. Et puis, oui, le CRIG, on peut aussi le suivre via LinkedIn, non? Ça permet d'avoir pas mal d'informations, de suivre l'actualité. Et on a le 3e livret pratique d'infectiologie périnatale qui va bientôt sortir. Ça, c'est la 2e édition, mais la 3e édition va être bientôt en ligne et vous pourrez l'acheter. Voilà. Et ben, merci pour toutes ces informations. Merci, bonne journée. Pour toute cette pub personnelle. À bientôt. Ah non, justement, nous, on est là pour ça, pour diffuser les supports de formation, donc avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous. Métro, boulot, gynéco.